Chers amis du Cercle Aristote, bienvenue dans un nouvel épisode de Geek et Politique. Et aujourd'hui, on va parler d'un médium dont on n'avait pas encore traité dans cette série, c'est le manga. Vous saviez, on avait fait des émissions sur des romans comme Dune, sur des films, des séries de films, des trilogies comme Star Wars. On avait fait également sur des jeux vidéo, des jeux de plateau comme Warhammer 40 000. Et aujourd'hui, on va traiter d'un manga, vous le voyez dans le titre, un manga récent en plus, un manga qui est actuellement en écriture et en publication, pas un manga qui est terminé depuis des années. En compagnie de mes amis, de mes camarades, on va parler de Spy X Family, quelque chose qui est dans l'actualité. En compagnie évidemment de Simon, l'émission Geek et Politique. Comment vas-tu, Simon? Est-ce que tu es prêt à parler de manga aujourd'hui? Bonjour Nico, oui moi ça va, je suis très content de parler de manga, même si c'est assez compliqué d'en parler parce que la plupart des mangas que je regarde sont assez peu politiques, donc il faut chercher les bons sujets. Et également avec nous Martin du Cercle Aristote. Martin, notre jeune camarade qui nous a rejoint il y a quelques mois. Bonjour Martin, comment vas-tu? Et puis toi, je sais que tu es un lecteur attentif. Oui, bonjour Nico, merci. Oui, effectivement, je suis un lecteur plutôt assez cocasse de Space Family. Je suis, alors je lis pas tous les scans évidemment, je suis plus au niveau du manga, donc je ne sais pas sur la suite des événements, mais pour l'instant, disons que je suis à jour par rapport au manga. Voilà. Et puis évidemment, mon camarade de Radio Dojo, notre cher Taiki, qui avait proposé ce sujet, puisqu'on l'avait dit, mais viens faire une émission de geek et politique, c'est une émission qui peut bien te convenir. Et donc, tu nous avais proposé, mais si un manga qui parle de politique, effectivement, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais c'est le cas de celui-ci. Tu vas pouvoir nous en parler juste après. Mais d'abord, Taiki, comment vas-tu? Bienvenue au Cercle Aristote, on est ravis de te recevoir. Merci, déjà un grand merci pour l'invitation, c'est un honneur même. C'est vrai que je regardais beaucoup les analyses de Pierre-Yves Rougeron et je ne m'attendais pas à me retrouver dans une émission avec vous, surtout pour parler d'un manga qui est un de mes coups de cœur depuis 10 ans avec l'animé récent de Free Basket et les carnets de l'apothicaire que je me suis fait avec ma meilleure amie ce mois-ci que j'ai vraiment adoré. Donc je suis vraiment très content de parler de ce manga parce que il est vraiment très qualitatif. Donc ouais, animateur de Radio Dojo, mais également écrivain et chroniqueur. Donc, Oui, voilà. effectivement, écrivain et chroniqueur. Donc, on va pouvoir t'entendre là-dessus, puisque Spy X Family, c'est sorti en 2019, début de l'année 2019 au Japon. Dans la partie francophone, le temps qu'il y ait des traductions et que ça perce, c'était quelques années plus tard. Et donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas, parce qu'on est sur le Cercle Aristote, il y a tout le public et on vous remercie de suivre ces émissions. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, Taiki, toi qui connais bien cette œuvre, est-ce que tu peux nous présenter de quoi parle Spy X Family? Qu'est-ce que c'est? Voilà, strictement dans le manga, on va parler des thématiques après avec tous les chroniqueurs, mais simplement, voilà, au niveau de l'œuvre, du manga, qu'est-ce que c'est Spy X Family? De quoi ça parle? Quel est l'univers? Spy X Family, comme tu l'as dit, c'est un manga très récent qui a été réalisé par Tatsuya Endo, qui a été réalisé en pleine période de Covid, et c'est son œuvre la plus populaire à ce jour. Et ça se concentre sur deux États voisins qui sont en guerre permanente. Enfin, là, au moment où le manga démarre, c'est un conflit froid, mais on sait qu'il y a eu déjà un conflit armé par le passé. Et ça se concentre notamment sur un agent qui est surnommé Twilight, qui est agent pour l'agence du Westalis, le WISE, et qui œuvre à Ostania, en fait, qui travaille en tant qu'espion pour éviter le retour d'un conflit armé. Et Wise lui informe qu'en fait, un politicien appelé Donovan Desmond, qui est à la tête d'un parti, est suspecté de vouloir relancer un nouveau conflit armé entre les deux États. Et en fait, il faut à tout prix éviter ça. On lui dit, le problème, c'est que Donovan Desmond est très discret, très taciturne, et les seuls moments où il confirme sa présence physique, c'est lorsqu'il se rend à certains événements de l'école Eden, où étudie son dernier fils, son Benjamin, Damien Desmond. Donc, ta mission, ça va être de concevoir une famille factice et donc avoir une femme, adopter un gamin et te rapprocher, et par ce biais-là, de te rapprocher de Donovan pour éviter le conflit. Cette opération qui s'appelait l'opération Strix. Alors évidemment, Twilight n'est pas emballé, mais comme lui, il est devenu espion justement pour éviter une guerre, il le fait. Il a un mariage arrangé avec une certaine Yor Briar qui devient Yor Forger, parce que Twilight prend le nom de Lloyd Forger. Et il adopte une petite fille qui s'appelle Anya et qui devient donc Anya Forger. Donc la famille est au complet, sauf qu'il y a une particularité, c'est que
non seulement Yor ne sait pas que son nouveau mari est un espion, mais Lloyd ne sait pas que sa femme est une tueuse à gages connue sous le nom de Hibarime, donc princesse Ibarra, aux princesses aux épines dans la version anglaise, Fawn Princess, et ne sait pas non plus que Anya est télépathe et qu'elle peut lire les pensées des gens. Et la seule qui est au courant du poteau rose, bah, c'est Anya parce qu'elle est télépathe. Elle sait que son père adoptif est espion, que sa mère est une tueuse à gages, mais elle est totalement emballée parce qu'elle raffole des séries d'espionnage. Donc voilà, et même si elle a 6 ans, elle croit comprendre qu'elle doit se rapprocher de l'enfant de son nouvelle école pour la paix dans le monde. Et bref, c'est un manga qui a eu un énorme succès. C'est l'un des plus gros succès de la plateforme Crunchyroll en termes d'animation. D'ailleurs, tout à fait. si vous avez suivi le mois dernier, lors du mois de l'animé, donc Animé de Crunchyroll, Anya était devenue un peu la mascotte de Crunchyroll en fait. Anya est devenue la mascotte de Crunchyroll, on la voit régulièrement. Et c'est un manga qui est très apprécié, même si certains. Il y a une petite controverse parce que, comme c'est un manga qui combine espionnage, action et tranche de vie, beaucoup de lecteurs disent c'est sympa, mais l'intrigue prend son temps parce qu'il y a beaucoup de côtés tranche de vie qui font que l'intrigue prend son temps. C'est un parti pris qu'a pris l'auteur. Moi, c'est un parti pris que j'aime beaucoup parce que je lisais beaucoup Ranma 1/2 Enigma, donc les côtés tranche de vie où l'intrigue prend plus ton temps, ça me dérange pas, tant que les relations avec les personnes sont bien détaillées. Donc, personnellement, c'est un manga que j'aime beaucoup. Et ceux qui ont suivi, ont bien remarqué, Westalis et Ostania ont dû faire des rapprochements avec un pays voisin qui avait été divisé en deux par le passé et qui était aussi en conflit assez serré. Donc Oui, voilà ben on va comment en je peux parler. résumer l'œuvre. Ouais, ben merci beaucoup pour ce résumé, Taiki. Évidemment, on va approfondir ces thématiques, mais au moins vous savez de quoi ça parle. Donc, c'est une light novel dans le style light novel au niveau du dessin. On en reparlera après avec Taiki. On va aller du côté de Martin. Et Martin, effectivement, quels sont les parallèles à faire justement avec ce qui s'est passé en Allemagne durant la deuxième moitié du XXe siècle et cette guerre froide entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et ce Berlin divisé en plusieurs quartiers. Est-ce que tu peux un peu nous faire les rapprochements entre ce qui est exprimé dans l'œuvre au niveau méta politique et ce qui s'est vraiment passé et les choses qui se passent vraiment dans notre monde à nous? Bien, et effectivement, en fait, c'est que l'univers donc de Spy Family, il repose en fait plus donc sur une architecture géopolitique qui est clairement donc, comme tu l'as si bien rappelé, inspirée de la division de l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et disons, comment dire, plus largement de la logique de la guerre froide. C'est donc ce fameux découpage entre Ostania et Westalis qui renvoie directement à la fracture historique donc des connus RFA à l'ouest et RDA à l'est, qui sont nés officiellement, pour rappel, en 1949, donc à la suite de la consolidation des zones d'occupation alliées et soviétiques donc durant le blocus de Berlin du mois de mai. Donc, alors de ce côté, Ostania, donc là où se déroule le plus l'histoire, c'est c'est plus dans des traits donc associés à la RDA, donc notamment dans sa dimension sécuritaire et idéologique. Alors, faut savoir que la RDA, elle s'est progressivement structurée donc comme un État qui est fortement centralisé, qui est marqué en fait par une surveillance de masse et un contrôle politique étroit qui est exercé par la Stasi. Donc, c'est le ministère de la Sécurité d'État dans la réalité, qui est particulièrement donc actif à partir des années 50. Et elle atteint en fait son paroxysme avec en fait la construction du mur de Berlin en 61, donc Mhm. qui est disons le symbole matériel de la séparation des blocs et de la volonté de contenir donc les fuites vers l'ouest. Donc il y a en fait comme une obsession de la sécurité nationale ou la police politique aussi, la surveillance des individus et la méfiance généralisée constituent des piliers de l'ordre social dans le pays. En fait, l'État observe, classe et soupçonne. On le voit tout le long de l'anime et du manga. C'est-à-dire que, par exemple, on le voit surtout à travers le personnage de Yuri Briard, donc le petit frère de Yor. C'est-à-dire que lui, il travaille pour les services de sécurité d'État, c'est-à-dire la State Security Service, donc qu'on appelle dans le manga le SSS. C'est en fait une police secrète chargée de traquer les espions et de surveiller les menaces internes. Et en fait, elle se rapproche du fonctionnement donc de la Stasi dans la réalité, qui est connue pour son vaste système de surveillance et son réseau d'informateurs. Et Yori, en fait, si je refais une petite fixette sur le personnage, parce qu'en fait, il symbolise ce service,
En fait, il a une sorte de vision du monde qui repose sur une opposition stricte entre loyauté et trahison, donc qui est proche de la mentalité des services de renseignement soviétiques comme le KGB, où l'ennemi en fait peut être aussi bien extérieur qu'intérieur. C'est un peu lié aussi à la paranoïa du stalinisme, quelque part. Mais disons qu'après, l'œuvre en soi de Endo, lui, il donne aussi une dimension personnelle à travers son attachement très fort à sa sœur, donc là, par la personne de Yuri, ce qui en fait introduit aussi une tension entre engagement idéologique et émotion privée. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à accepter la relation qu'elle entretient d'ailleurs avec Lloyd, sachant qu'il développe aussi une certaine paranoïa vis-à-vis de ce dernier. C'est pour ça aussi que j'émets une hypothèse sur le fait que je pense qu'il sera le premier à découvrir le secret de Lloyd à un moment donné. Euh, on fait un petit rappel quand même historique, Martin, par rapport à justement en 1961. Moi, quand j'ai travaillé un peu pour l'émission, je trouvais cette stat assez incroyable. Je vais vous la partager. En 1961, donc Staline à l'Est n'est plus depuis quelques années, hein, il est mort dans les années 50, et les dirigeants principaux du bloc occidental, c'est Kennedy chez les Américains, Charles de Gaulle chez les Français et Adenauer chez les Allemands. Je veux dire, on fait une comparaison avec aujourd'hui ou on ne la fait pas parce que quand même que la descente de niveau à tout, je veux dire maintenant on se tape des Merz, des Macron, Biden et Trump du côté américain. Et donc, c'est vrai que les Soviétiques mettent un mur parce que c'est un peu compliqué en Union soviétique à cette époque-là. Et au début des années 60, on ne va pas se mentir, l'Occident est en plein âge d'or, Martin. C'est les 30 Glorieuses, le plein emploi, le développement scientifique. On a des dirigeants charismatiques, on a des artistes là qui émergent qui sont également très charismatiques. Donc, c'est vrai que la tentation de rejoindre l'Occident, on va dire, est à son paroxysme au début des années 60, tant le décalage entre les deux sociétés devient un trou béant. Bah, justement, disons que alors, tu peux répéter un peu plus précisément, pour, remettre dans le contexte? Non, c'est juste que tu parlais justement de la mise en place du mur de Berlin aux années 60 et c'est vrai qu'ils sont obligés de le mettre parce que c'est là où la plus grosse tentation, on est sur le passage le plus massif, l'exil le plus massif entre l'Occident et le bloc occidental et le bloc communiste, étant donné l'âge d'or occidental de cette période-là, au niveau du développement, des possibilités, voilà, ce que je t'ai dit, du charisme des chefs d'État et compagnie, et la situation dans laquelle est le bloc soviétique. Oui, et bien, bah, justement par rapport à ça, alors ça revient du coup à une petite explication concernant, justement les dirigeants, d'Ostania. Parce que comme en fait, il faut savoir dans petite parenthèse, mais là, à l'heure actuelle, dans le manga, on sait plus de choses sur Ostania que sur Westalis, sur le fonctionnement politique. C'est pour ça qu'aussi on a peu d'idées sur, comment fonctionne, l'État westalien, par rapport à Ostania. Mais disons qu'alors pour juste par rapport à ça, c'est qu'en gros, le parti de l'Unité nationale d'Ostania, donc qui est le parti inspiré, qui est inspiré du Parti socialiste unifié d'Allemagne de l'Est, qui est dirigé par Donovan Desmond. En fait, c'est un facteur potentiel de déstabilisation dans les relations entre l'Est et l'Ouest. C'est un parti qui est plus communément qualifié d'extrême droite, opposition résolument anti-Westalis, et qui a en fait dirigé dans l'œuvre, qui a dirigé pendant la seconde guerre d'unification Est-Ouest. En fait, il va y avoir deux guerres pour tenter d'unifier les deux pays, et avant de perdre justement le pouvoir par la démission de Donovan et de son poste de Premier ministre. Donc même il reste toujours le président du parti, il entre en fait dans une longue période d'opposition face à l'actuel gouvernement d'Ostania, qu'on voit dans l'œuvre, qui est officiellement, lui, engagé dans un apaisement avec Westalis. Et en fait, donc les services de renseignement westaliens, donc comme on l'a rappelé, le WISE, en fait, ils soupçonnent Donovan de conserver des ambitions bellicistes, mais disons que par rapport à ça, donc en fait, comment expliquer, il y a pas forcément, on parlait pas forcément de déplacement entre Occident et Est, mais plus une sorte de maintien, une stabilisation en fait entre les deux pays pour éviter une troisième guerre d'unification qui a énormément traumatisé en fait les populations des deux États. Et on le voit notamment à travers le flashback de Lloyd sur comment lui il a vécu la guerre. Justement, on va s'intéresser un peu au rôle des personnages. Simon, je me retourne vers toi parce qu'effectivement, on est dans un manga. Alors, j'avais dit roman, mais là, on est dans un manga d'espionnage. Et un point qui est intéressant, maintenant qu'on a parlé un peu le décor, c'est sur les personnages, justement, sur le rôle des espions qui sont prépondérants durant un conflit qui est gelé, hein, donc qui est pas, qui dans le manga, on nous explique qu'il y a eu un conflit, on va dire,
chaud, voilà, direct entre les Westalis et Ostania. Mais là, on est dans une zone un peu grise. C'est pas la paix, mais c'est pas la guerre non plus. C'est un peu, voilà, on se regarde en chien de faïence. Et un point intéressant, c'est justement le rôle des espions qui deviennent un peu les bras armés des différents gouvernements, des différentes idéologies durant, que ce soit à l'intérieur des pays et entre les différentes nations. Parlons un peu de ça. Ouais. Alors, on va pas refaire l'historique du rôle des espions, je pense, ça nous emmènerait trop loin et je pense que j'ai pas les compétences pour. Mais, là, il y a une évolution qui tient en fait à l'évolution des conditions de la guerre qui fait que, maintenant les guerres se gagnent, quelque part, des jours avant de commencer. Puisque la vitesse de projection est telle, la puissance de destruction est telle que de toute Mmh. façon, on n'a pas l'occasion si on espionne les plans futurs, en fait, on a déjà perdu. Parce que là, les bombes sont déjà parties, les avions ont déjà détruit le pays. C'est déjà trop tard, en fait. Donc on est Donc dans des guerres d'anticipation. ouais, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et je pense que c'est ce que raconte aussi, l'œuvre, puisque, quand, celui qui deviendra Lloyd, parce qu'en fait, il ne se rappelle même plus de son enfin, dans l'œuvre, il est plus censé se rappeler de son propre nom, donc Lloyd, c'est même pas son vrai nom du tout. Heu Lloyd, lui, quand il est recruté, on lui explique: «Bon là, tu es sergent, c'est très bien, mais si tu étais espion, tu pourrais arrêter des guerres avant même qu'elles ne commencent» et c'est un fait, comme je dis, de puissance matérielle de projection qui fait que, de fait, oui, les espions, gagnent un rôle prépondérant, surtout sur une guerre dite froide où, la projection de force et la telle, disproportion de force par rapport au conflit précédent, je veux dire, fait qu'un conflit ouvert serait, mutuellement destructeur, en fait. Mais c'est la destruction mutuelle avec l'arme atomique durant la guerre froide. Oui et même sans bombe atomique, hein, parce qu'il y a pas spécialement de bombe atomique, en tout cas pour l'instant dans le manga, En tout Bon, cas, les c'est pas Japonais on va dire, ont un historique assez particulier avec les bombes atomiques, donc voilà. Ouais. ouais, ouais. Ouais, je suis allé à Hiroshima moi d'ailleurs, Mm. mais Mais en gros, les moyens de destruction sont tels que maintenant, bah voilà, ça se fait plus par message interposé, voilà. oui, parce qu'en fait, c'est ce que je dis, sinon ça serait déjà trop tard. D'autre part, l'évolution, bureaucratique fait que, c'est assez facile finalement d'infiltrer des gens, puisqu'il y a tellement de masse de gens, qui occupent des postes plus ou moins importants que, récupérer des informations, des bribes d'informations, ensuite les recouper, ça devient plus facile. Il faut juste des services efficaces. Hem, où est-ce que j'en étais? Le rôle des espions? Et Oui, justement, dans cette guerre de l'information et aussi la déstabilisation c'est ça. intérieure et extérieure. Ouais, c'est la guerre de l'information. Heu, En fait, un point, quand on voit dans le passé de Lloyd, c'est que la guerre précédente, parce qu'il y a eu 2 conflits, armés, dans le passé de l'œuvre. Donc la guerre à laquelle participe Lloyd, c'est la seconde, quand il est, très jeune et quand il croise, je crois que c'est Frankie, il s'appelle, il lui explique qu'en fait le conflit a été déclenché sur des mensonges, que ça soit de part et d'autre Mmh. et c'est un des points qui fait comprendre à Lloyd, et d'ailleurs c'est un point qui reviendra dans d'autres moments dans le manga, c'est que ce soit les vérités ou même les mensonges peuvent servir, à déclencher des guerres. Il y a pas forcément, la vérité va pas forcément, vous protéger, les mensonges vont pas forcément non plus servir des buts pacifiques. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir, la réalité. Et c'est pour ça qu'il comprend si on peut déclencher une guerre sur on peut déclencher une guerre sur des mensonges justement parce qu'on n'a pas les bonnes informations D'où et d'où Simon l'importance de l'espionnage. Oui, d'où Simon une des questions que pose ce manga, comme l'a expliqué Taiki, on va revenir vers lui juste après. C'est un manga qui a eu pas mal de succès, qui a assez suivi justement pour les sous-couches qu'on peut voir au niveau du récit. Une des questions que pose ce manga, c'est est-ce que les mensonges font davantage perdurer la paix que la vérité? C'est une des questions qu'on peut se poser. Heu, ouais, dans le manga, pour l'instant, c'est vraiment, pour moi, c'est très ambigu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les 2. Il y a des exemples avec la chef de Lloyd qui exfiltre des dignitaires, et qui surprend c'est les jeunes de son service qui disent: «Ah c'est vrai, il était vraiment contre». Elle dit: «J'en sais rien, je m'en fiche, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on en a raconté». Ce qui est important, c'est de préserver la paix et quelque part préserver la paix, c'est à n'importe quel prix ou presque. Au point de, quand même parce que l'opération Strix, moi je vais pas trop, revenir sur le manga, mais moi ça m'a pas mal fait penser sur pas mal de points à City Hunter, c'est-à-dire le côté mélange,
Mhm. mélange humour et sérieux, parce que City Hunter, c'est vraiment de l'humour très très absurde parfois et des thèmes très très sérieux aussi. Il y a des histoires de vraiment qui sont sordides de passé de Yakuza, etc. Et Spy Family, c'est beaucoup ça aussi. C'est-à-dire que ça parle, quand on voit le passé de Lloyd, enfin la guerre, c'est abominable, quoi. Il perd toute sa famille en 15 minutes ou Et c'est pas. presque. On voit dans d'autres flashbacks, on voit des soldats mourir alors qu'ils sont juste rapatriés après la fin de la guerre parce qu'ils meurent de leurs blessures. Enfin, c'est vraiment abominable. Euh, et à côté de ça, on voit Anya faire n'importe quoi avec le chien qui voit l'avenir. Enfin, c'est vraiment absurde. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. C'est pas grave, tu auras le temps de réfléchir. On va passer à un autre, on va passer à l'autre, la suite justement. Taiki, par rapport à cette influence, c'est vrai que quand on découvre cette œuvre, est-ce qu'on peut sentir que l'auteur, donc Monsieur Endo, Tatsuya Endo notamment, et l'auteur qui est l'auteur de ce manga, est-ce qu'il y a une inspiration d'un manga comme City Hunter qui était très très populaire dans les années 80-90 ou pas du tout, ou alors peut-être il y a d'autres inspirations qu'on n'aurait pas vues, mais forcément quand on a écrit un manga aujourd'hui avec des décennies et des décennies de recul de l'existence du manga, hein, l'ère des pionniers est terminée depuis bien longtemps. Taiki, qu'est-ce qu'on peut voir comme influence au niveau de l'écriture, des personnages, des thématiques traitées, etc. En tout cas, les influences en tout cas, l'avantage, c'est que j'ai lu un petit peu, pas tout, mais j'ai un petit peu lu les interviews qu'il y a sur ce guidebook qui est sorti aux éditions de Kurokawa, donc il est dans le commerce. C'est rare quand ça arrive, mais c'est toujours un plaisir d'en avoir un. Je sais que justement, vu que ça parle beaucoup de la guerre, il regardait beaucoup des documentaires sur la guerre, un documentaire sur la guerre qui s'appelait Showa. Et je pense que ce documentaire-là a dû avoir un impact sur les thématiques belligérantes qu'il pouvait y avoir dans le manga. En tout cas, ça me semble inévitable. Et je pense aussi qu'il a dû fournir un grand travail de recherche sur l'Allemagne parce que, par exemple, il y a certains détails qui ne jouent pas. Par exemple, le fait que la capitale de Ostania s'appelle Berlin. Oui, voilà, c'est faux. Voilà. C'est pas très subtil, mais oui. Et quand on voit, par exemple, la monnaie qui s'appelle le Dalk. D'ailleurs, il y a une valeur du Dalk en yens et en euros dans le manga. On voit qu'à un moment donné, Lloyd est effaré par un certain budget. En fait, ils mettent le prix en yens et en euros dans la traduction pour bien indiquer que ouais, ça commence à tabasser un peu. Et il y a, en fait, le Dalk ressemble beaucoup aux marques est-allemands. Donc, je sais pas, il parle très peu de ses inspirations dans le guidebook, mais en tout cas, il a parlé justement de son rapport à l'histoire militaire et à l'histoire de la guerre en général. Notamment via ce documentaire qui s'appelle Showa. J'ai pas eu le temps de tout lire malheureusement, donc peut-être que certains vont me rectifier dans les commentaires. Il y a un truc par contre qui m'a un peu intrigué dans Spy X Family, c'est le contraste entre le style des fois très simpliste de Endo, c'est-à-dire que par exemple, il fait des yeux très ronds avec juste des points, des traits un peu grossiers par moment, et les thématiques un peu sérieuses, et même il y en a un qui démarque beaucoup, c'est le personnage de Lloyd, qui a un physique de belâtre, qui a un physique un peu de gentleman un peu. Et justement, il y a une intrigue où tu as une des camarades d'Anya qui a le béguin pour lui, c'est ce qui donne lieu à certaines scènes qui ont un peu créé le malaise chez certains lecteurs. Moi, ça me fait rire parce que les amoureux de gaming, on a tous vu ça quand on était au primaire ou au lycée, au collège. C'est un classique du manga japonais. Oui, c'est ça. Oui. Et mais justement, il y a notamment l'autrice de, je sais pas, ouais, on peut dire ça, on peut le dire le mot autrice, l'autrice de Blue Exorcist, qui a déjà collaboré étroitement avec Tatsuya Endo et qui dit justement dans le guidebook, mais ce type de personnage par le passé, il n'aurait pas été capable de le faire. Il aurait volontairement fait un character design grossier par esprit de contradiction. Et là, il a dû faire ce compromis parce qu'il voulait un peu se refaire la cerise après ses derniers mangas qui ont eu des succès très minime par rapport à Spy X Family. Après, si je peux Martin, vas-y. Si je peux juste intervenir. Après, en même temps, c'est parce qu'aussi Endo, faut savoir, il avait déclaré dans une interview, alors je sais pas s'il a changé d'avis depuis, mais il disait qu'il ressentait pas grand-chose, enfin qu'il ressentait aucun attachement vis-à-vis des persos qu'il avait créés, et que en fait, ce sont le résultat de nombreux renoncements. Parce que de base, il a mis longtemps à faire le choix au niveau de l'esthétique de ses personnages.
C'est cool parce que ça me permet de rebondir. L'interview, justement, il est dans ce guidebook et dit qu'il a moins d'attache pour le personnage Ah ouais. de Lloyd parce qu'effectivement, il a dû faire des compromis. Mais il le dit sur le ton de la rigolade. Malheureusement, le téléphone arabe a fait son office et tout le monde a dit il déteste son propre manga alors qu'il a jamais dit ça en fait. Il a juste dit j'ai moins d'attache pour Lloyd. Et c'est vrai que quand tu demandes aux lecteurs quels sont leurs personnages principaux, le personnage principaux préférés, Anya va revenir, Yor va revenir, Lloyd moins, étonnamment. Mhm. Mais, Ben justement, par rapport parce qu'on va parler, tu parlais justement d'Anya, de Lloyd, de la famille, du côté des enfants, et on rappelle aussi, il y a une thématique qui est intéressante, Martin, et sur laquelle tu voulais revenir, c'est l'école, puisque c'est un des lieux justement où va se passer cette opération, parce que c'est une infiltration par une famille. On crée une famille factice pour se rapprocher de la cible. Donc, effectivement, la petite Anya, enfant, va à l'école. Et donc, il y a tout un aspect où c'est traité dans le manga, où l'école est vue comme un outil idéologique de l'État et où il y a une instrumentalisation en fait, des enfants. Martin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, vu que là, on parle un peu des personnages et de la famille? Parce que c'est justement les 2 titres, hein, Spy, X Family. Mmh. Donc on a parlé des spies et Tout là, on à va fait. parler un peu de la famille. Et bien justement, alors l'école en question qui est concernée là, dans l'œuvre, c'est l'académie Eden. Elle fonctionne en fait, comme une véritable institution politique, hein, très clairement, on le voit, Mmh. à travers l'œuvre. C'est un principe classique, des États modernes et des empires, hein, classiques, c'est la fabrication des élites. En fait, elle concentre sous des formes, feutrées et presque eleganto, comme dirait, Henri élégante. Anderson, le professeur, principal d'Anya. En fait, mais cette fabrication, en fait, elle est plus matérialisée par un système de classement très concret. En fait, on a le système justement des Stella Stars attribués aux élèves jugés exemplaires et les Tonitrus Bolt qui sont les sanctions aux élèves jugés défaillants. Et en fait, ce dispositif, il transforme l'école en une véritable économie symbolique du mérite et de la faute. C'est-à-dire qu'en fait, on y apprend des savoirs tout en accumulant du capital de reconnaissance, ce qui est le principe d'une école basique, mais on a aussi des stigmates scolaires dans cette politique de l'enseignement. Et Eden, en fait, c'est pas un lieu neutre de transmission, c'est un dispositif, comme je l'ai dit, de sélection sociale, de formation idéologique quelque part. Mmh. C'est-à-dire que vous avez de la discipline, de l'excellence, du prestige, mais autrement dit, elle produit aussi des élèves brillants, mais avec une hiérarchisation qui façonne en fait des futurs dirigeants qui sont compatibles en fait avec le système austanien. Et on est proche, là, ça me fait un peu penser, on n'est pas loin du système prussien du 19e siècle, où on considère comme des modèles d'efficacité administrative, où en fait l'éducation, elle visait déjà à produire des sujets disciplinés capables de servir l'armée et la bureaucratie, ce que va d'ailleurs reprendre aussi des régimes totalitaires comme l'Allemagne et l'URSS, avec leur système de jeunesse, donc les Kommunsum en URSS de Staline et les Hitlerjugend sous l'Allemagne nazie. Donc après, comment plus préciser ça? C'est qu'en fait, Spy Family, dans tout ça, c'est plus une critique des régimes autoritaires par rapport à ça. C'est-à-dire que l'œuvre suggère plus subtilement une continuité entre ces logiques et celles des sociétés modernes libérales. Il y a la compétition scolaire, la hiérarchisation, comme je l'ai rappelé, précoce des enfants, et la transformation de l'éducation qui est en parcours d'excellence sélectif. Et comme je l'avais dit, en fait, le système des Stella et des Tonitrus, c'est en fait la caricature amplifiée de mécanismes qui sont déjà existants quelque part dans des systèmes éducatifs. Ça me fait penser d'ailleurs j'y avais pensé sur le coup quand j'avais étudié la question, à l'œuvre de l'œuvre de Michel Foucault, Surveiller et punir de 75, où en gros il décrit l'école, c'est pas juste un lieu de transmission et de savoir, mais un espace de discipline sociale. C'est-à-dire qu'il y a les examens, les notes, les transmissions, etc. Et après, dans une autre lecture plus classique, dans la République de Platon, lui, il explique que l'éducation, elle est pensée comme un outil de sélection des gardiens de la cité. C'est-à-dire que les individus ne sont pas formés pour eux-mêmes, mais en fonction de leur rôle futur dans l'ordre politique. Et à Eden, justement, les enfants sont évalués comme de futurs relais du pouvoir. Il n'est donc pas surprenant que cette école, qui est d'ailleurs au passage la plus prestigieuse du pays, pour rappel, soit en fait qui est réservée aux enfants des élites. Donc, Mmh. ils incarnent l'avenir de l'État, appelé à prolonger et consolider les positions acquises par leur famille. On a des enfants de personnalités politiques, même des personnalités industrielles dans cette école, donc, comme Becky Blackbell, qui est la meilleure amie d'Anya, qui est issue d'un milieu ayant fait fortune dans le
le secteur militaire ostanien en fournissant notamment de l'artillerie pendant les deux guerres entre Ostania et Westalis. Et évidemment, on a aussi le fils d'Esmond, Damian, qui est justement le fils du parti de Donovan Desmond, qui est un parti extrêmement influent dans le pays, pour rappel. Oui, donc non, mais effectivement, c'est une thématique centrale de l'œuvre. Et Simon, d'ailleurs, tu voulais en parler. C'est d'ailleurs en préparant l'émission, tu m'as dit, il y a cet aspect-là, et il y a aussi justement cette praxis de la famille, c'est-à-dire on voit la différence entre une famille créée de toutes pièces pour cette opération, donc on l'a dit, qui n'a pas de lien du sang, et il y a ce contraste qui est montré avec une famille comme celle des Desmond, où effectivement, voilà, ce sont vraiment mariage, enfants et compagnie. Et tu voulais revenir dessus parce que c'est aussi l'une des critiques ou l'une des interrogations qui est posée par le manga. Ouais, alors, je vais partir d'une petite observation, c'est que je sais plus comment il s'appelle. Le petit Desmond, c'est pas le seul fils de la famille Desmond, c'est le cadet. Et en C'est le fait, dernier, ouais. il a un frère aîné, et son frère aîné, qui ressemble beaucoup à son père, donc Donovan, il n'a aucun des traits d'un grand frère avec son petit frère. Ça pourrait être des collègues. Ils auraient pas plus de liens affectifs. Enfin, c'est vraiment à ce niveau-là, et c'est un peu toute la tragédie de. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le Damian. petit Damian, ouais, c'est ça. C'est un peu la tragédie de Damian, c'est qu'il voudrait être reconnu par son père et par son frère, et en fait, il ne lui accorde vraiment aucun regard, rien du tout. Ce sera un parallèle un peu parce qu'ils n'ont pas du tout la même personnalité, mais ça sera un parallèle à faire avec peut-être Sasuke dans Naruto, qui a un petit peu cette même soif de reconnaissance, sauf que bon, le père de Sasuke est quand même moins un malade mental, je pense. Parce que Donovan, c'est une espèce de robot, en fait. Enfin, pas en termes de. Là, je spoil rien. C'est juste qu'il agit vraiment comme un robot. Déjà, il est dessiné, il a une tête qui est inquiétante. Enfin, C'est un peu, vraiment, Simon, c'est vraiment une caricature d'une élite soviétique des années 60, quoi. c'est ça. Alors Avec qu'à un côté de petit ça, soupçon, avec un petit mélange un peu fasciste. Enfin, en fait, c'est un mélange des deux totalitarismes du XXe siècle, en fait, Ouais. Donovan. sa mère, Melinda, qui est beaucoup plus humaine. D'ailleurs, ça se voit quand on regarde au niveau du dessin, elle est vraiment dessinée comme Damian. Ils ont vraiment les mêmes yeux, par exemple. Elle est beaucoup plus humaine, et elle a un rapport un peu plus compliqué parce que, bon, là, par contre, il y a des explications dans la suite du manga, donc je vais pas les balancer, mais Oui, on n'est pas là pour faire du spoil. Ouais. non, c'est ça. Donc il y a une explication pour laquelle elle est justement prise entre deux attitudes. Donc là, c'est un exemple de famille pour moi qui est complètement dysfonctionnel, mais je dirais qui est complètement artificiel, dans le sens où il n'y a pas du tout la praxis de ce que c'est d'être une famille, au-delà de la question que c'est une famille de riches, et du coup, ils mangent pas ensemble parce que c'est les domestiques qui font à manger. Mais Damien, il y a plus de rapport avec son majordome, son majordome garde du corps, qu'avec la plupart des membres de sa famille. Et à côté de ça, bon, il y a par exemple l'exemple de la famille Black Bell, justement, qui elle, on voit bien que le père est complètement fou amoureux de sa fille, qui a aucun problème avec sa femme. Enfin, c'est pour dire que l'exemple que prend la famille Forger, donc moi j'ai remis un moment à le remarquer, mais Forger, ça veut dire faussaire en fait en anglais. Donc c'est une famille faussaire, donc c'est parce que c'est une fausse famille, voilà, c'est la blague. Je pense que c'est fait exprès, hein. C'est Ils totalement ont fait exprès. les 4 membres, parce qu'après ils récupèrent un chien, n'ont aucun lien de sang, absolument aucun. Ils ont même pas de lien vraiment affectif, au début en tout cas, puisque le mariage blanc est pensé comme un mariage blanc de la part de Yor et de Lloyd, puisque elle, pour des raisons, on n'a pas tellement parlé, mais des raisons en fait de surveillance des femmes célibataires qui sont suspectées d'être des espionnes, elle doit chercher un mari pour justement ne pas être soupçonnée par la sécurité intérieure, qui sinon pourrait être en conflit avec ses activités de tueuse à gages. Oui, c'est le début, c'est ce qui explique la création. Voilà, c'est qu'il y a une Ah oui, motivation non, de son côté également. Voilà. c'est le chapitre 4, enfin un truc comme ça, quoi. Ouais, J'aurais dû c'est préciser ça, mais un coup pas. C'est vraiment le tout début. Donc bon, là, ça parle de surveillance intérieure de la part de la SSS. Bon,
on a déjà un peu parlé. Et ça devient une famille totalement performative. C'est-à-dire que Lloyd, il se comporte comme un père parce qu'il le doit, donc il fait ce que fait un père, alors qu'il a aucun lien avec Anya. Il se comporte plutôt comme, on va dire, moi je dirais plus comme un bon colocataire qu'avec que comme vraiment un mari avec Yor, parce qu'en fait, il respecte le côté mariage blanc. C'est-à-dire que tant que il faut donner le change, il donne le change. Tant qu'il n'y a pas besoin de donner le change, en interne chez eux, ils ne cherchent pas à se comporter comme un vrai couple. Bon, d'une part, parce que c'est pas tellement le ton du manga non plus. Mais quand Yuri Oui. arrive, ou quand ils doivent faire semblant de sortir, d'aller à un rencard, d'aller dîner, etc., ils essaient de se comporter exactement comme se comporterait un mari attentif. Mais ça me fait penser un peu, justement, de l'aspect colocation, me fait penser un peu, alors c'est pas exactement la même chose, c'est pas les mêmes personnages, etc., mais dans l'idée, ça me fait penser un peu à tout le début de l'œuvre de City Hunter, quand il y a les scènes, justement, à l'intérieur de la maison, entre les personnages principaux. Alors, oui, je dirais qu'il y a aussi ce côté performatif dans City Hunter bon, c'est Kaori doit être la partenaire de Ryo pour C'est ça. suppléer à son frère qui est mort. Bon, ça, c'est pas enfin, c'est du spoil, entre guillemets, c'est du spoil du chapitre 5 du Oui. manga, Bon, quoi. City Hunter, si on vous le spoil, excusez-nous, hein, voilà, ça fait 40 ans. Non, mais Vas-y. surtout le pire. Enfin bon, je vais pas entrer dans City Hunter, mais en gros, Makimura, il a été créé après Kaori, et en fait, c'est l'auteur qui s'est dit ouais, faut que je trouve une raison. Bon, je vais lui inventer un frère et je vais le tuer vite. Et en fait, C'est ça. c'est pour ça que c'est vraiment pas un personnage très très important. Enfin, Même c'est dans un le film de personnage. la- C'était pour faire le Même dans parallèle le film avec de la show, l'aspect il- colocation. Ouais. Même dans le film de Mais la du show, il apparaît une scène. Donc, Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Après, si je peux juste rebondir par rapport à ce qu'avait parlé Simon sur le conditionnement de Damian par rapport à sa famille, c'est que, sans trop spoiler, il y a justement Damian, il vit un moment, enfin, comme une expérience plutôt traumatique dans sa vie, et, en fait, normalement, on pourrait la lire comme une sorte de traumatisme, et ce qui nous évoque plus consolation, reconnaissance par rapport à sa vulnérabilité. Mais hors à la place, par rapport à cet événement, sans vraiment spoiler, c'est que la mère de Damian, quand elle apprend ce qui s'est passé, elle manifeste plus une forme de mépris contre son fils en interprétant ce moment comme une faiblesse. Donc en fait, l'enfant, on le voit, en fait, il n'est pas juste vu là. Enfin, on l'évalue pas sur sa souffrance et sa peur, mais sur sa capacité à rester conforme à une sorte d'orme implicite de solidité, de maîtrise de soi. Et Tu ça parles va du bus profondément. Après, c'est justement, j'évite justement, Non, non, ouais, mais oui, c'est par il y a rapport un à ça, moment, mais il y a un après, moment, c'est. ils sont dans un bus. Mm. Voilà, c'est pas. Et ça, justement, en fait, ça m'a fait penser, si je reviens un peu dans un élément historique factuel, c'est qu'en fait, ça me fait penser à un coup à une phrase horrible de Staline, c'est-à-dire qu'en fait, quand lui, faut savoir, lui, il a une vie privée désastreuse, Staline, avec les membres de sa famille. C'est que, par exemple, il y a eu son fils aîné, Yakov, qui avait fait une tentative de suicide ratée par rapport au fait qu'il buvait beaucoup et aussi parce qu'il il s'embrouillait énormément avec son père. Et quand son père, Staline, a appris que son fils avait tenté de se suicider, sa seule réaction, ça a été de dire il a même pas été foutu de viser juste, ça se voit que je peux rien avoir en commun avec lui. Donc c'est C'est exactement Ouais. ça. C'est bien de rappeler cette Voilà. anecdote, effectivement, Ouais, Martin. celle-là, moi, je l'avais déjà entendu de la part de Pierre-Yves. Ah oui, oui, c'est tout à fait. Et donc, bon, Simon, termine ton propos. Oui, c'est ça. Et donc, et pour moi, ce que raconte le manga à ce niveau-là, je pensais que c'était plutôt subtil, mais finalement, je pense que je m'illusionne sur mes capacités de trouver des trucs profonds, parce que c'est pas si profond, c'est facile à trouver, quoi. C'est que ce que raconte le manga, c'est que le fait d'être une famille factice, mais toutes les actions que fait une vraie famille, que ferait une vraie famille, ça en fait de fait une vraie famille. Que c'est la praxis de faire famille qui rend une famille, et que à côté de ça, les Desmond qui eux ne se comportent pas comme une famille, finalement ne sont pas une vraie famille. Il y a Taiki, justement, qui voulait réagir là-dessus. Ouais, je finis juste sur un Oui, point, finis, parce que justement, parlant de fausse famille, parce que c'était lié au truc que j'ai pas réussi à retrouver tout à l'heure. Quand je disais à n'importe quel prix, je disais oui, il y a un côté amusant de voilà le mariage blanc avec une tueuse à gages, tout ça c'est rigolo. Mais au fond, Twilight, il est quand même en train de dire je vais manipuler une femme innocente et une fille de 4 ans, de 6 ans, pour couvrir une opération d'espionnage. Et quand c'est terminé, je me casse et je les laisse tomber et j'en ai rien à faire. Bon, ça c'est ce qui se dit au début. Après, bon, Oui, je mais il y a pense une que histoire. Voilà. ouais, voilà. Après, il y a une progression. Je pense pas qu'aujourd'hui, Par les je pense actions, il n'a pas trop qu'aujourd'hui, envie. je pense qu'aujourd'hui, ça sera un gros, ça sera un gros source de conflit intérieur pour lui. Mais bon, ça, je m'avance un peu. Mais pour dire, voilà, le côté, on est prêt à faire perdurer la paix à n'importe quel prix, ça va jusque là, quoi. C'est jusqu'à manipuler des femmes et des enfants. Donc oui, Taiki.
Ouais, c'est justement, bah, ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'effectivement, au départ, c'est une démarche intéressée, comme tu l'avais dit, pour chacun, c'est-à-dire Lloyd pour faire cette opération Strix qui lui a été imposée par sa boss Sylvia, et lui, il n'a pas envie. Ça rappelle un peu les bunny movies où il y a deux mecs qui peuvent pas se blairer, mais ils sont obligés de collaborer. À la fin, ça devient les meilleurs amis du monde. Là, c'est pareil. Il fait cette Tango mission-là par Cash. contrainte. Il, il fait ce mariage-là avec une femme qui, elle, le fait pour ne pas avoir de suspicion. Et il y a que la fille qui trouve son compte parce qu'elle est enfin adoptée et par des parents qui sont à la respectivement espions et tueuses à gages. Donc, elle est bien. Mais étonnamment, malgré ce côté factice, ça en fait une famille beaucoup plus saine et beaucoup plus réaliste que les familles qu'on peut avoir à Eden, parce qu'on a parlé des relations compliquées entre Damian et sa famille. Il y a Black Belle qui se rapproche d'une certaine normalité, même si elle est très pourri gâtée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle part faire du shopping, elle achète des vêtements de luxe hors de prix. Et elle regarde des soap-opéras. Quelle gamine de 6 ans regarde des soap-opéras? Je vous pose la question. Alors qu'à côté, c'est des rapports à peu près sains entre Lloyd et Anya. Ils gardent l'apparence même en dehors à l'abri des regards d'un couple à peu près réaliste, d'une famille à peu près saine. Et Anya, ok, elle articule mal, ok, elle regarde des dessins animés, ok, des fois elle fait des débilités qui mènent à des quiproquos, comme toute gamine de 6 ans en fait. Et en fait, la seule différence, c'est qu'elle est télépathe. Mais malgré ce côté factice et ce côté quiproquo sur les véritables 3 rôles des membres de la famille, plus le chien, bah en fait, on se rend compte que malgré ce côté factice, ça reste une famille beaucoup plus saine et beaucoup plus réaliste que les familles qu'il peut y avoir au sein de l'Académie Eden. Mais aussi, c'est surtout que ça paraît aussi une famille, que je trouve, disons, un peu plus connectée que toutes les familles, basiques, qu'on peut avoir, au sein d'Ostania. Donc les aristocrates, voilà, qui vivent entre eux, qui ont l'argent, qui ont tout ce qu'il faut pour vivre aisément. Et en fait, là, chaque perso de la famille Forger, c'est tout l'inverse. Ils ont chacun un passé qui est sombre. Ils ont chacun un vécu très difficile. Yor, elle a dû élever seule son petit frère parce qu'elle a perdu ses parents. Lloyd, il a connu les 2 guerres, il a perdu sa famille dans la guerre. Anya, elle a vécu des expériences difficiles par rapport à son don. Bond, c'est pareil, il vient d'un projet qui avait été mis en place à l'époque quand le parti de Donovan était au pouvoir, un projet pour eugéniste sur créer des espèces animales pour l'armement. Donc en fait, chacun a un passé assez sombre et douloureux, et finalement, en fait, quand ils se rassemblent, il y a que de l'amour et Mhm. et en fait de l'attachement entre eux. Ce qui est tout l'inverse quand on voit les autres familles aristocratiques du pays, quoi. Même s'ils peuvent être sympathiques comme Becky, etc. Il y a même une scène qui me fait mourir de rire, c'est quand Yor est entouré de ses collègues de bureau Ouais. et qu'en fait elles sont toutes là, ouais, mon mari est une feignasse, mon mari est un salaud, etc. Et ils essaient de la pousser à commérer et Yor dit, ah non, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle essaie de se forcer à trouver des trucs et ses collègues sont en mode, Ouais. ouais, non, en fait, non. Non, ça sert à Non, mais rien. ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'après, en fait, elle se dit, si jamais une famille normale a des problèmes, ma famille n'a pas de problème, donc je vais pas passer pour une famille normale, donc il faut que je m'invente des problèmes pour ne pas être suspecte. Ce qui est assez incroyable, L'humour effectivement. marche de fou. Peut-être L'humour marche parce de que fou. Ouais, et surtout c'est que pas- Lloyd, il comprend rien parce que lui, il se dit, mais attends, j'ai tout fait pourquoi est-ce que. Et en fait, elle lui reproche de pas avoir de reproche à lui faire quasiment. Et après, Yuri s'en mêle, enfin, c'est fantastique. Mais il s'en rend pas compte. Mais après, c'est parce que Yor aussi, elle vit dans la peur qu'on découvre son identité, vu que en Ouais. tant que femme célibataire à la base, elle est surveillée drastiquement, quoi. Mhm. Ouais. Martin, j'ai une dernière voilà, thématique que je voudrais évoquer avec toi, parce que évidemment, le manga est en cours d'écriture et de publication, donc il y a des éléments qui vont peut-être être développés et sûrement développés dans la suite de l'intrigue. Il va peut-être avoir des rebondissements. On sait comment fonctionne ce genre de manga. En tout cas, on l'espère pour les lecteurs. Dernière chose, par rapport aux thématiques qu'on a vues aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir un écho avec la situation actuelle, notamment en Occident? On parlait de reproduction des élites, on parlait justement de système autoritaire qui vient de plus en plus. Vous savez à quel point on le traite avec Pierre-Yves et différents invités sur la chaîne du Cercle Aristote. Alors ça peut être en Europe occidentale de manière générale, voire aux États-Unis, mais vu que nous on est français européens, on a plus voilà, le regard sur ce qui se passe en Europe. Est-ce qu'il y a des échos avec voilà, qu'un mangaka japonais peut avoir sur ce qui se passe sur la société actuelle, notamment de ce point de vue-là, avec voilà, une sorte de pastiche de famille d'élite qui finalement ne fonctionne pas très bien, avec un miroir, voilà, avec ces espèces de microcosmes et compagnie. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose, Martin?
Ce qu'on pourrait à la limite voir, c'est que globalement, on a plus un système occidental qui est de plus en plus en retrait par rapport à ces populations. D'où le fait que, par exemple, si je reste dans le cas français, la majorité des gens aujourd'hui ne vont plus voter parce qu'ils se sentent moins écoutés et plus délaissés par les élites et ceux qui sont au pouvoir. Et par rapport à ça, en fait, il y a comme, qui dirait, une réponse, malgré tout politique du peuple, un certain profond ras-le-bol, même s'il y en a pour la plupart, ils veulent pas, aller jusqu'au bout, de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils aimeraient, en termes de changement. Mais, disons que, je sais pas comment vraiment, comparer par rapport à l'actualité, mais disons que là où l'auteur pourrait, établir un lien entre son œuvre et la réalité, c'est qu'en fait, on conditionne les populations, en fait, à un modèle. Ce modèle, qu'il soit démocratique, autoritaire, peu importe, en fait, on les conditionne au fait qu'ils doivent vivre dans ce genre de société au nom d'une certaine stabilité, au nom de la paix, au nom de la sécurité. Plein de discours, voilà, qui normalement, sur le papier, doivent rassurer et convaincre les personnes, mais à quel prix, en fait? C'est-à-dire Alors que qu'en là, fait, c'est le chaos, quoi. oui, bah, alors qu'en fait, justement, il y a énormément de problèmes, il y a un chaos qui est en train de monter et que la population, soit elle est à ce moment-là, il y en a une frange qui veut, faire comprendre qu'il y a le chaos et il faut réagir coûte que coûte, ou alors il y en a une qui le sait mais qui préfère faire l'autruche, ou une qui est tellement, laissée à l'abandon qu'elle a perdu espoir et qui en fait, elle ne veut plus rien entendre. Enfin, en fait, elle le sait mais elle y renonce, en fait. Simon, sur cette question justement par rapport aux thématiques actuelles dans justement ces microcosmes et sur l'aspect voilà observation, manipulation de la population, mensonge, vérité, puis même au niveau des écoles d'élite, hein, on a vu Juan Branco et Gabriel Attal qui étaient dans la même école. Enfin voilà, on le voit ce genre de choses. Par rapport au manga, tu veux dire? Ouais, des thématiques qui sont traitées dans le manga, il y a aussi des thématiques, je trouve, après c'est mon petit point personnel, c'est pour ça que je vous pose la question dessus, vu qu'il y avait beaucoup plus lu, qui ressemblent à certaines thématiques qu'on voit dans le monde occidental aujourd'hui. Et on sait que l'Occident, derrière le Japon bien entendu, est le deuxième consommateur de manga au monde. Donc, Hem, Moi, je dirais plus quand je vois le manga, en termes de politique, le fait qu'il y ait, parce que c'est ça, c'est ce qu'on disait au départ, hein, c'est la base du manga, c'est il y a le chef d'un parti qui potentiellement peut déclencher, une nouvelle guerre. mmh Et on a l'impression que, les populations, de l'Ouest n'en veulent pas d'une nouvelle guerre, mais que les populations d'Est, d'Ostania du coup, sont plutôt, un peu manipulées, qu'elles n'ont pas vraiment de véritable vie démocratique, dans le sens où il y a pas vraiment plus de participation que ça. C'est vraiment les partis qui ont du pouvoir. En tout cas, c'est pas dit directement, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que la société seulement, on va dire, la société civile qu'on nous présente, un peu, longuement, c'est Franky, qui est un indique, et un ouais, je vais dire surtout un indique côté, qui est oustanien à la base, mais qui travaille pour Lloyd. Bon, normalement il freelance, mais de fait il travaille pour Lloyd. Enfin c'est une grosse source de blagues dans le manga, donc c'est pour ça que C'est je un peu le cite un peu dessus. non-aligné, du manga aussi, Francky. Ouais, c'est ça. Et lui, en fait, quelque part, il dit: «Ouais, bah, enfin, c'est un peu un occidentaliste». Enfin, lui, il dit: «Mais moi, c'est vous m'embêtez avec vos histoires, Voilà. de murs, moi, ça m'intéresse pas, moi, j'ai envie de faire mes trucs et puis, démerdez-vous, quoi». Donc bon, moi, je travaille pour les uns parce que, je suis pas du tout pour, la politique d'isolation, en fait. Et on a l'impression que, voilà, cette société civile-là, soit elle a pas tellement voix au chapitre, soit elle est vraiment, manipulée. Ce qui est pas terrible de toute façon. Et l'école, Eden, qui est, ouais, effectivement un gros plafond de verre, en fait. C'est-à-dire que si vous avez fait Eden, en gros, vous serez dans les décideurs. Si vous l'avez pas fait, ça sera beaucoup plus difficile. ouais. Comme on disait, le Donovan fait partie du club parce que son fils aîné est membre des Imperial Scholars, donc ceux qui ont plus de, Mmh. je sais plus, 7 Stella, un truc comme ça. Oui, Ça, c'est là, ouais. c'est 7, ouais. Bon, de toute façon, je veux dire, ça serait 7, 8, 9, enfin, on s'en Mmh. fiche, c'est Oui. pas ça qui est important, mais voilà, ça fait Et partie de pourtant, c'est la l'élite. limite et le plafond de verre, ouais.
C'est ça. Et en fait, lui, il en fait partie. Et les autres en font partie. Sauf que ceux qui en font partie font aussi plus ou moins partie, je crois, du conseil d'administration de l'école. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer de toute façon, puisque les anciens, une période scolaire, Coopte. eux, ont des. Ouais, c'est ça. Ils ont des cooptes. Ils se cooptent entre eux. Ils ont des postes très importants, que ce soit dans l'administration, dans l'État, dans l'industrie, justement dans l'éducation. Ça fait écho à l'ouvrage sur les élites en France de notre ami Paul-Antoine Martin, justement, qui avait fait sur justement tout ce qui est ceux qui font l'ENA, le corps des mines, Polytechnique et compagnie, et puis qui se cooptent entre eux, et puis qui peuvent pas, leur poste peut pas descendre et compagnie, puis justement qui font stagner le pays parce que c'est plus une méritocratie, mais en fait, voilà, c'est une sorte d'esprit de corps qui est en dessus, voilà, sur le livre sur les hauts fonctionnaires. En tout cas, on vous laisse aller voir cette interview. Simon, tu avais quelque chose à rajouter encore ou... Alors oui, sur la question de la praxis, parce que là on parlait du coup de la praxis comme, famille, performative. Je pense que, le fait que Anya doive devenir amie avec, non Damian, je vais pas y arriver, avec Damian, et qu'en fait, parce qu'elle pense que c'est sa mission, elle fait ce qu'il faut pour devenir son amie, et en fait, de fait, devient son amie, même pour elle, c'est une espèce de, ça fait un peu une mission de oui, pas mal. Ça fait une espèce de mission de Lloyd en petit, c'est-à-dire que, Lloyd doit se Elle faire passer croit à sa pour un propre mission, en fait. oui, c'est Elle ça, croit à sa propre mission, c'est ça. Pour aboutir à mais une en fait, même amitié non assumée. oui, c'est ça, et en fait, elle croit que c'est enfin, elle fait comme si c'était une mission parce que bon, c'est pareil, elle a 6 ans et elle a le niveau de et elle a pas le niveau de maturité d'un adulte, de toute façon. Donc j'imagine que dans le manga, il doit y avoir des filles de 6 ans qui ont des niveaux de maturité adulte. Je pense qu'il y en a, mais pas là. Voilà. Pas Mmh du mh. tout. Et donc en fait, elle prend vraiment ça comme un genre de fausse mission avec elle mélange plus ou moins ses propres sentiments dans l'affaire parce que voilà, elle a 6 ans. Sauf que Damian, lui, il voit pas du tout ça comme ça. Lui, il voit une fille qui essaie plus ou moins de l'approcher et il pense que c'est pour, s'approcher de son père, aussi. Et en fait, c'est plus compliqué que ça et du coup, cette amitié performative, pareil, je pense, devient une amitié réelle. Heu et je pense que, ça va jusqu'au point, de comment dire? De parler d'espionnage en général et que les agents doubles peuvent finir par croire à leur propre masque. C'est ça. Bah, Et il y a, alors moi j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai cherché, apparemment il y avait, certain Kim Philby qui avait eu ce trait-là, mais je crois qu'il y a eu des cas dans les 2 côtés, Dans les 2 camps, d'agents oui. de l'Est qui sont Mmh. passés à l'Ouest et d'agents de l'Ouest qui sont passés à l'Est, parce Et qu'à force Martin, justement. de porter ce masque, finissent par y croire. Martin, sur oui, cet aspect-là. bah, justement, sur cet aspect-là, il y a par exemple le personnage qu'on n'a pas encore abordé de Fiona Frost, qui Oui. est en fait l'agent entièrement institutionnalisé de Wise, donc la collègue de Lloyd. Bah, d'ailleurs, Lloyd, c'est Lloyd qui a formé Fiona Frost. Elle est dans le renseignement rationalisé, donc ceux qu'on peut développer via la CIA ou le KGB. Et en fait, en fait, elle a une fonction technique qui est dépourvue d'attachement personnel. Même si justement, au fil de l'œuvre, on voit que même si cette hyper rationalisation, elle révèle en fait, bah, ses propres contradictions, parce qu'en fait, son obsession affective pour Lloyd, au passage, en fait, elle introduit une faille humaine dans un système qui cherche précisément à supprimer toute subjectivité émotionnelle. Mmh. Non, mais c'était un très bon point de complément. Du coup, je vais me retourner vers Taiki pour le dernier point. Oui. Ah, il est chaud. Il est prêt. Ouais, je cherchais le titre du documentaire dont il parlait dans l'interview parce que j'avais un doute. Non, Mais, non, mais c'est tout bon. Pour terminer cette jolie émission, ce numéro de Geek et Politique, pour les gens qui ne liraient pas forcément qui seraient pas forcément des consommateurs de manga, et on parle évidemment pas d'otaku, mais on parle vraiment de gens qui, voilà, c'est pas un média ou un médium qui les intéresse. Voilà, les mangas. Est-ce que tu peux nous dire quelles seraient les bonnes raisons pour lire justement, s'intéresser à cette œuvre qui est Spy X Family et en quoi il est un peu différent d'autres mangas classiques de ce style-là qu'on peut trouver sur le marché depuis des années? Voilà, pour les gens, voilà, pour vraiment les gens qui forcément seraient pas forcément un fan du genre. alors déjà, je sais qu'il y a quelque chose qui a beaucoup rebuté, les néophytes dans tout ce qui est manga et japanime, c'est le côté violent que peuvent avoir certaines œuvres, hein. On se rappellera qu'à l'époque, les programmes français ont diffusé des animés à des enfants qui n'étaient pas forcément la tranche d'âge visée et ça donnait lieu à certaines controverses. Donc ça, il y a ça. Je dirais qu'il y a une violence dans Spy X Family, notamment les scènes où
Yor reprend son masque de Hibarahime et Izuku. Il y a quelques passages un peu sanglants, mais c'est assez ponctuel. Donc Et ça va. il a un aspect plus grand public. Spy Family a un côté plus grand public que certains Neketsu long format, et peut-être moins de défauts de scénario, parce que les Neketsu long format, quand je parle Neketsu long format, c'est-à-dire les mangas d'action où un héros doit atteindre un certain point donné, donc les Naruto, les One Piece et consortes. Les Les shonen. Neketsu, que shonen, c'est manga pour adolescents masculins au sens large, mais les Neketsu long format, Ranma 2000 est un shonen par exemple. Ouais. Les Neketsu long format, moi j'ai débuté grâce à ça, hein, je lisais beaucoup Naruto quand j'étais collégien. Le problème des Neketsu long format, c'est que comme c'est des mangas qui s'étendent sur une durée très longue, ils ne sont pas à l'abri d'erreurs scénaristiques et de contradictions qui peuvent mener à un sac de nœuds qui mène souvent à des conclusions assez faibles qui finissent par décevoir les spectateurs qui étaient pris dans un certain effet Ouais. j'allais dire de hype, mais je sais pas si c'est un mot français Oui, adapté, mais une certaine Attente. ébullition en mode qu'est-ce que ça va donner, et la déception Ouais. est là. Mm. Spy Une certaine Family, attente, mais surtout le public. Taiki, surtout, vu que c'est des mangas qui sur plusieurs dizaines d'années, le public vieillit aussi. C'est-à-dire que tu C'est ça. commences, tu le lis, tu as 14 ans, au moment de la conclusion, tu en as 30, ta vision du monde n'est pas la même. Et Spy X Family, l'avantage, c'est qu'il y a de l'action. Donc, celui qui cherche de l'action, il trouvera son compte. Celui qui veut quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus de tranche de vie, il trouvera son compte également. Et ceux qui veulent juste de l'espionnage efficace et qui se régalent sur les tomes de Détective Conan CDI, il trouvera son compte aussi. C'est un manga qui arrive à mêler de manière assez homogène ces trois genres-là. Et ce qui fait, et je pense que c'est ça la force de son succès. C'est le style simpliste, mais à la fois qui s'est complexifié. On a parlé des compromis de Tatsuya Endo sur le plan graphique. Ce mélange des genres, même si, comme j'avais dit, ça peut créer certaines déceptions pour ceux qui attendaient un peu plus d'action. Mais globalement, c'est un manga qui parlera à beaucoup de monde et qui est accessible à un plus large public que le Neketsu dans le format classique. Bah, c'est surtout qu'aussi le secret de Spy X Family, c'est qu'ils sont très bons là-dedans aussi pour Exact. faire énormément de tunnels. Parce qu'à la base, on regarde l'œil qui doit accomplir l'opération Strix. Sauf qu'en fait, au fil de l'œuvre, il se détache complètement de cette opération de base pour faire d'autres opérations au passage qui font prolonger le manga. Et pour revenir sur l'opération, mais il y a toujours quelque chose en fait qui ralentit l'opération, qui devait de base se faire très vite. Et c'est ça qui, je trouve, malgré tout, en fait, les gens ils se disent pas. Ah, c'est pénible, j'aimerais bien qu'on en sache plus sur l'opération Strix, que ça avance une bonne fois pour toutes. Mais en fait, non, ils sont très à fond dans l'histoire et par rapport aux différents, aux différents blocages qu'il y a qui retardent justement cette opération initiale. Il y a une bonne gymnastique narrative, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu de mission d'espionnage, etc. Et d'un certain moment, quand on a envie de souffler un peu avant de relancer l'intrigue, pour que ça soit pas seulement de l'action, voilà. Un petit côté tranche de vie. Anya essaie de nouveau de se rapprocher avec Damian, ça se foire à nouveau parce qu'elle est maladroite, et en plus avec qui derrière qui n'a pas aidé, etc. Et c'est une certaine gymnastique rythmique qui fait que on arrive à suivre ça sans trop se lasser. C'est un manga qui se lit sans grosses difficultés, sans moment où on a des essoufflements en mode il gave. Simon, tu avais un point de conclusion Ouais, justement sur la facilité d'accès, faut savoir que c'est pas un manga qui sort toutes les semaines, ça sort toutes les 2 semaines. Ce qui permet en fait, avec une durée de manga qui sort toutes les semaines, c'est à peu près 20 pages. Donc ce qui permet d'avoir un peu plus de temps pour les planches. Donc bon, déjà pour la santé du mangaka, c'est bien, mais pour aussi la qualité de l'histoire et du dessin aussi. Comme vous avez dit, le côté tranche de vie. En fait, le fait que l'opération Strix repose sur des liens interpersonnels qui tiennent, ça veut dire que les tranches de vie gardent des enjeux. Puisque si jamais, par exemple, bon, c'est une situation qui arrive, mais si Yuri Breyer arrive et comme c'est un agent du SSS et que Lloyd le sait, il faut qu'il fasse couple. Sauf que Yor, elle comprend rien, donc il faut elle comprend qu'ils doivent faire genre parce qu'il faut quand même qu'elle fasse tenir elle son mensonge, mais elle comprend pas l'enjeu qu'est-ce que ça a face à un agent du SSS et avec un espion en plus dans la famille, quoi. Donc ça donne une tranche de vie un peu marrante avec le frère qui a un siscon, qui veut pas que sa sœur elle ait un mari, quoi que ce soit. Si jamais elle voit Lloyd lui toucher l'épaule, il fait une syncope. Enfin, Alors définis donc, juste ce que c'est un siscon, peut-être pour ceux qui connaissent pas le terme. c'est quelqu'un qui est amoureux de sa sœur. Voilà. Ou qui l'aime beaucoup, beaucoup trop. Je Voilà, ne sais par pas si rapport à- c'est la bonne façon de terminer cette émission, mais du coup, on va devoir la terminer. C'est une catastrophe. Alors, Non, les scènes je se vais tournent en rebondir. dérision, hein, donc ça va. Je vais rebondir. Mais en fait, ça s'explique parce qu'ils ont grandi, ils avaient que eux deux ensemble, donc c'est pour ça qu'ils ont un lien aussi fort.
Non, pour revenir, l'animé et je trouve très bien, on s'ennuie pas. Moi, on va conclure sur, comment moi j'ai découvert le manga, c'est bien. Alors que ça aurait pu être l'introduction. Moi, je me rappelle plus exactement par quoi je suis parti, mais en fait, c'est un manga qui me rebute un peu parce que je voyais beaucoup de promos dessus et j'étais un peu, repoussé en général par les trucs sur lesquels je vois beaucoup de promos. S'il y a besoin de beaucoup de le vendre, en général, c'est que c'est pas terrible et en fait, c'est pas le cas du tout. Le manga est très, très bien, l'animé est très, très bien, c'est rythmé et tout. C'est un animé, bon, c'est un animé récent, donc saisonnier, donc il passe du temps pour faire des bons épisodes. C'est des saisons assez courtes par rapport à du One Piece ou des conneries comme ça. Heu, je crois au niveau de l'art par contre, bon, vous corrigerez si vous avez l'info. Je crois que ça soit lui ou que ce soit l'auteur de Chainsaw Man ou de Dan Da Dan, c'est 3 anciens assistants du mangaka qui avait fait Fire Punch, il me semble. Et donc c'était assez, amusant de voir que ces 3 mangas qui sont quand même très, très, populaires, les 3, ça soit des assistants du même mangaka. Mais je sais pas si, Taiki, On tu as pas pourra l'info? vérifier. Ouais? Taiki, des infos là-dessus ou fais Je sais confiance? simplement que l'autrice de Blue Exorcist a été assistante pour lui pendant quelques temps, notamment sur les travaux de background de son premier manga, je crois qu'il s'appelait Tista. Il me semble que c'était ça. Et donc je sais qu'ils avaient déjà collaboré étroitement. Mais en tout cas, je suis content de savoir que l'auteur a un genre de non-affection pour l'œil, parce que je trouve que ça lui colle très, très bien. Bah, C'est ça se voit. Non, mais c'est vrai, je trouve que il reste, globalement, comme je disais, enfin, il fait quand même une opération de manipulation, il reste assez froid, Mmh. et il traite le monde il traite le monde très, très froidement, Lloyd, en fait. Et c'est surtout que quand j'ai appris cette info, du mangaka, je me suis dit: «Putain, mais je comprends mieux pourquoi il a aucune compassion pour Lloyd». Lloyd qui est considéré Oui, comme mais c'est l'espion le plus dangereux, le plus craint, mmh. d'Ostania et de Westalis. Même les services de sécurité d'Ostania, quand ils entendent Twilight, ils ont super peur. Bah, alors ce même espion n'est même pas capable de découvrir le secret des gens avec qui ils vivent, alors qu'ils ont quand même des secrets, vraiment, très, très, forts qu'il aurait quand même pu Facile découvrir à à, plusieurs reprises. C'est ça qui est facile fou. à deviner. En tout cas, si vous êtes intéressé par ces thématiques et par cette œuvre, on vous encourage à découvrir Spy X Family. Martin, merci beaucoup d'être venu au Cercle Merci Aristote beaucoup. pour Geek et Politique. Et puis, j'espère que tu reviendras pour une prochaine émission si l'occasion se présente. Il y a pas de problème, moi je suis là. Simon, OK. merci beaucoup d'avoir pour ce nouveau numéro de Geek et Politique. Là, on en avait tourné quelques-uns. On se réjouit de vous préparer des suivants. Et puis surtout, on vous lit également, Simon, c'est important de le rappeler, on vous lit dans les commentaires. Donc si vous proposez Oui, des idées d'œuvres, on peut oui, prendre des c'est suggestions alors, d'idées et regarder avec qui on peut les traiter. je vais juste préciser un truc, parce que j'en ai revu là quelques-uns sur les commentaires de la mission sur Dune. Il faut que ça soit des sujets, qui soient à peu près quand même traitables sous l'angle, politique. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que moi j'aime beaucoup, que je connais très bien, mais qui sont vraiment très peu, traitables sous un angle politique. Donc bon, peut-être un jour on les fera, je dis pas, mais bon, ça s'appelle Geek et Politique, donc il faut que ça soit un petit peu, politique. Et enfin, Taiki, merci beaucoup d'être venu pour traiter ce Geek et Politique. Est-ce qu'il y a eu une actualité de ton côté au niveau sortie, émission, contenu, dont tu voudrais nous en parler pendant 10 secondes? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux faire la promo ou pas? En ce moment, Radio Dojo connaît un peu une période à vide. On a eu quelques petites complications. C'est pour ça qu'il y a eu très peu d'émissions pour la saison 3. On a eu quelques problèmes. Notamment une équipe de modération qui a été drastiquement diminuée parce que certains ont ont quitté le navire. Là, en ce moment, j'avance sur mon deuxième livre qui est en cours d'écriture. Je vais essayer de le sortir au moins pour la fin 2026, ce serait pas mal. Et je travaille également sur le prochain épisode de TSF qui est en cours d'écriture. Là, j'avais fait le dernier épisode sur la nouvelle vague de néo-metal britannique qui a reçu un très très bon retour. Je suis très très fier de cet épisode-là. Et là, je prévois de parler d'un petit groupe venant du Texas. Et c'est très marrant qu'on parle de manga et d'animé parce que ce groupe-là a fait 3 albums, mais a été connu pour avoir fait un morceau qui s'est retrouvé dans la bande-son de la version Funimation, donc la version américaine, d'un film Dragon Ball Z. Eh ben, Et il est connu principalement pour ça. et ben Donc, pour quand il y aura également allez, n'hésitez pas à aller voir le contenu de Taiki. Et puis, quand il y aura la sortie de ton deuxième ouvrage, n'hésite pas à revenir nous dire coucou. Ouais, ou pour une émission ouais. sur le métal.
Sur le néo-métal surtout, enfin, ou même Exactement. métal alternatif, Mmh. bref, ça, il y a Donc pas de donc souci. donc Taiki, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci à toi et à Simon, merci à toi déjà Nicolas de me l'avoir proposé, après notre radio dojo et merci à Simon d'avoir, accepté, même alors qu'il me connaissait pas, de m'accueillir sur Geek et Politique. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce Geek et Politics. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, que vous soyez amateur ou non de cette œuvre ou d'une autre œuvre en rapport avec ces thématiques-là dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager, à nous faire des suggestions de thématiques qui seraient pertinentes pour ce format Geek et Politique. On est ravis de vous le proposer, voilà, de temps en temps, quelques fois par année sur la chaîne avec Simon et toute l'équipe. On est ravis. N'hésitez pas à suivre les aventures et les émissions du Cercle Aristote et on se retrouve très prochainement sur le cercle pour de nouvelles émissions et pourquoi pas un nouveau Geek et Politique. Allez, ciao, bonsoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.